Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille Belvez, conservatrice du patrimoine, responsable des collections Beaux-Arts, Arts décoratifs et Ethnographie au Musée Sainte-Croix et co-commissaire de l'exposition La Musée, une collection d'artistes femmes avec Manon Le Caplin, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Merci de continuer à suivre ces 2 journées qui sont très riches, très passionnantes. Nous allons entamer un nouveau panel qui est un petit peu en lien avec celui que nous avons déjà eu ce matin sur la photographie, puisqu'on va traiter une autre forme d'art graphique qui est l'estampe. L'estampe, c'est donc une image reproductible créée à partir d'une matrice ancrée et imprimée souvent sur du papier, donc qui englobe des enjeux de diffusion qui sont un petit peu similaires à ceux de la photographie. Et l'estampe, vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous avez vu l'exposition La Musée, ou vous le verrez quand vous visiterez l'exposition, c'est un médium qui est très présent dans la collection La Musée. C'est même l'ensemble le plus présent dans la collection, puisqu'il représente 28% de la collection La Musée, rassemblée par Eugénie Dubreuil. Et c'est assez significatif, puisque l'estampe est un médium dont les femmes se sont beaucoup emparées dans son histoire, et ce depuis les périodes anciennes. D'ailleurs, l'œuvre la plus ancienne de la collection La Musée est un ensemble de gravures au burin de Claudine Bouzonnet-Stella, qui date du milieu du XVIIe siècle, et que vous pouvez voir dans l'exposition. Et les femmes s'emparent de ce médium jusque dans les périodes les plus contemporaines. D'ailleurs, au musée Sainte-Croix, l'estampe est aussi un médium très représenté dans nos collections, et ce grâce à une politique très dynamique d'acquisition d'estampes menée dans les années 1950, et qui a amené beaucoup d'artistes femmes, beaucoup de graveuses dans les collections du musée Sainte-Croix. L'estampe est un médium donc, avec des techniques très variées, on en évoquera quelques-unes aujourd'hui, qui englobe des enjeux donc, de reproduction. La reproduction qui traditionnellement a longtemps été considérée comme l'apanage des femmes, que ce soit sur le plan biologique ou sur le plan artistique du terme. Des enjeux également d'innovation technique, et vous le verrez dans l'exposition avec des artistes qui se sont emparés de ce médium avec beaucoup d'innovation et de créativité, comme Maria Helena Vieira da Silva, dont on va parler aujourd'hui, mais encore Anna-Eva Bergman, par exemple, et des enjeux également d'illustration, puisque c'est un médium qui est utilisé pour illustrer les livres, créant un dialogue avec entre le mot et l'image, et s'inscrivant dans tout un réseau de bibliophilie, notamment à l'entre-deux-guerres, et c'est ce qu'on va évoquer également aujourd'hui. Les 3 communications à venir vont proposer donc des focus sur des figures féminines qui se sont illustrées, sans mauvais jeu de mots, à différentes époques dans ce domaine. Et une fois n'est pas coutume, dans ces 2 journées co-organisées avec Phare, les réseaux vont être au cœur des réflexions dans ce panel, que ce soit les réseaux professionnels et artistiques qui permettent notamment aux illustratrices d'obtenir des commandes de la part d'éditeurs d'art, les réseaux mondains et amicaux qui contribuent à assurer la postérité de ces artistes, avec le cas notamment de Vieira da Silva et des collectionneurs Granville, mais aussi les réseaux subjectifs ou imaginaires. Pour reprendre le terme d'Émilie Noteris, qui a contribué au catalogue de l'exposition, la généalogie subjective de Colette Deblé, dont nous parlerons en dernier, et qui puise des figures féminines dans l'histoire de l'art pour les extraire et les mettre en regard. Nos 3 intervenantes de ce panel, qui s'intitule donc d'encre et de papier, graveuses et illustratrices, vont vous parler d'artistes de périodes très différentes, mais vous verrez, je pense qu'il y aura pas mal d'échos entre ces différentes communications. Nous allons commencer par la communication de Camille Barjou, qui va traiter des artistes illustratrices et graveuses dans l'entre-deux-guerres, dans la collection La Musée. Camille Barjou, tu es docteur en histoire de l'art et professeur à l'ESAT de Grenoble. Tes recherches portent sur le livre d'artiste et sur l'illustration depuis l'entre-deux-guerres, avec un focus sur les illustratrices. Depuis une thèse de doctorat intitulée Livre d'artiste et livre de luxe, acteurs, réseau, esthétique, 1919-1939, que tu as soutenu en 2017, tu as été commissaire avec Zoé Monti d'une exposition sur les illustratrices de Rimbaud à Charleville-Mézières. C'est ma ville natale d'ailleurs, petit clin d'œil. Et tu as publié avec Jean-Michel Galland un article sur la féminisation de l'édition littéraire illustrée pendant l'entre-deux-guerres, une approche socio-esthétique dans Histoire et civilisation du livre en 2023. Et cet article est disponible à la lecture sur la table qui se trouve à notre droite. Ensuite, nous aurons une communication d'Agnès Verly sur Maria Helena Vieira da Silva et les collectionneurs Kathleen et Pierre Granville. Agnès Verly, tu es historienne de l'art et élève conservatrice du patrimoine dans la promotion 2025-2026. Tu es spécialisée en art moderne et contemporain et en histoire de la photographie. Tu as été adjointe de la directrice et responsable des publics au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine, puis responsable des collections 20e et 21e siècle à la direction des musées de Dijon.
En 2022, tu as été co-commissaire d'une exposition rétrospective consacrée à l'artiste franco-portugaise Maria Helena Vieira da Silva. Et enfin, puisque c'est un panel très riche avec 3 intervenantes, nous aurons la communication de Diana Kinby qui porte sur les femmes de l'histoire de l'art de Colette Deblé. Diana, attendez, je tourne ma page. Diana, tu es une artiste et une historienne de l'art d'origine américaine, installée en France depuis 1993. Tu es l'auteur d'une thèse de doctorat sur l'art et le féminisme à Paris dans les années 1970, que tu as soutenue à l'Université de Paris 1 en 2003. Et tu as publié de nombreux écrits sur des artistes femmes et a été commissaire de l'exposition en hommage à Aline Dallier, critique d'art féministe pionnière, qui a eu lieu à Paris en 2022 à la galerie Arnaud Lefebvre. C'est cette même galerie, d'ailleurs, qui te soutient en tant qu'artiste dessinatrice depuis 2015. Je vous remercie toutes les 3 et sans plus attendre, je passe la parole à Camille Barjou pour la première communication. Merci Camille. Merci à vous pour l'organisation de ces rencontres riches et où on est très bien accueillis et à Poitiers. Merci à Eugénie Dubreuil de nous donner cette belle occasion de voir ensemble toutes ces œuvres. Et pour moi, c'était un vrai plaisir au fait d'avoir cette occasion de parler de plusieurs artistes que j'ai eu l'occasion de bien étudier en fait, au sein de ma thèse, mais aussi au sein de quelques communications. Alors, d'ailleurs, pour l'anecdote, ma première intervention dans un colloque, c'était pas hier, c'était à Strasbourg en 2011, au début de ma thèse. Ma thèse portait en fait, d'une manière plus générale sur le livre d'artiste et le livre de luxe dans l'entre-deux-guerres. Donc le corpus comprenait des artistes, hommes comme femmes, et un grand nombre. Mais dès le début de la thèse, j'ai vu qu'il y avait un corpus à établir des œuvres gravées pour le livre par les femmes. Et c'était ma première intervention dans un colloque, 2011. Et voilà, je suis toujours un peu là-dessus. Je pense qu'en fait, ça aurait dû être le sujet de la thèse, mais c'est bon, j'ai fait plus large. La liste des œuvres que j'ai eu le plaisir d'étudier ici contient quelques livres et surtout des gravures d'illustration. Effectivement, à la découverte de la liste des œuvres qui m'a été proposée donc, de voir, quelque chose m'a frappé. En effet, la différence ici avec les collections que j'ai pu étudier dans les réserves des livres rares, en bibliothèque, dans la thèse ou dans les fonds de certains musées, est que l'inventaire de la musée comporte finalement assez peu de livres. Il est davantage fourni en gravures d'illustration, c'est-à-dire des gravures seules ou des suites de gravures extraites de leur contexte d'apparition. Ce contexte qui est le livre illustré et plus précisément le livre de luxe et de demi-luxe. Cela m'a amené à considérer cette collection davantage comme une collection constituée par une collectionneuse d'art et moins par une bibliophile collectionneuse donc de livres. Mais cela donc, ne va pas m'empêcher de circonscrire le cadre de l'apparition de ces gravures et de comprendre l'objet livre de luxe, parce que j'ai souvent eu du mal à le présenter, puisque c'est un objet qui n'est pas connu, enfin sous cette appellation et même sous les autres. Car toutes les gravures de la collection d'Eugénie Dubreuil que j'ai pu étudier ont été réalisées pour des livres de luxe ou ses dérivés. C'est-à-dire qu'elles ont été pensées vis-à-vis d'un texte littéraire, de romans ou de poésie, d'auteurs classiques déjà consacrés, même morts, ou de contemporains. Donc, le livre de luxe est un livre qui allie édition de textes littéraires et gravures originales d'artistes. Ce sont des élites, personnalités riches et influentes de la noblesse 19e et de la grande bourgeoisie qui veulent posséder de beaux livres rares tirés à peu d'exemplaires pour leur cercle privilégié et combattre ainsi le livre bon marché, qui est vraiment au 19e pour eux une catastrophe. Les amateurs de beaux livres vont alors se retrouver et former des sociétés de bibliophiles pour initier ces livres illustrés de gravures originales. Cela commence donc au 19e siècle, siècle de l'illustration, comme le définit Philippe Quesnel, pendant lequel le livre illustré est un vaste champ d'expérimentation artistique. Et dans l'entre-deux-guerres, principalement à Paris, ce livre d'art pour bibliophiles devient un modèle autour duquel s'agrège un marché de grande ampleur, très grande ampleur, et de nombreux artistes sont invités à y participer.
Les sociétés de bibliophiles se multiplient, les éditeurs se spécialisent, convoquant préciosité, savoir-faire dans l'illustration, dans la gravure et dans la typographie, renouveau des procédés de reproduction. On parle alors de livres de luxe, de demi-luxe quand le tirage excède 300 exemplaires, et on parlera aussi de livres d'art ou de beaux livres. En 1931, au Petit Palais, a lieu le premier salon international du livre d'art, organisé par l'Association nationale du livre d'art français, créée en 1929 et présidée par Maurice Denis. Et en 1929 se tenait déjà le Salon international du livre à la Galerie des Mottes pour répondre à ce besoin d'exposer ce livre d'art en fait, qui était partout. C'est aussi le moment, on l'a vu, où la photographie va arriver dans le livre, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, aux côtés de la poésie. Dans la collection de la musée, que j'ai vraiment pris pour sujet aujourd'hui, on navigue dans des gravures d'illustration du XXe siècle sur ce modèle des livres de l'entre-deux-guerres. Au regard du corpus qui pourrait être dressé des livres de luxe et des gravures réalisées par ces artistes femmes à cette période, la collection sont quelques pièces du puzzle. Vous parliez hier d'un puzzle. Vraiment quelques pièces d'un puzzle d'un puzzle 100 000 pièces, un truc impossible à faire. Mais grâce à ces pièces, on peut avoir une petite idée très pertinente finalement de l'ensemble. Je vais essayer de vous montrer. Notamment parce que les 4 illustratrices les plus importantes de l'entre-deux-guerres y sont présentes. Valentine Hugo, Mariette Lydis, Hermine David et Marie Laurencin. La collection contient également d'autres noms d'artistes, encore moins connus, comme Angelina Beloff, Paulette Imbert, Denise Bernolin et Thérèse Robert, dont je vais très peu parler, n'ayant que peu de temps pour tout présenter. Il y a beaucoup de monde et beaucoup d'images. Marie Laurencin, on va commencer par elle, qui est peut-être celle dont le nom très connu, une chanson nous le rappelle. La collection comprend 2 livres, en plus ce sont des livres entiers, ici, de Marie Laurencin. Je ne vais pas parler de toutes les pièces de la collection, s'il y en a trop. Un exemplaire sur papier Arche du bestiaire de Marie Laurencin, paru chez François Bernouard, et un exemplaire de Lettres espagnoles de Jacques Lacretel à la société d'édition Le Livre. Donc, ce sont tous les deux des livres dits de luxe à ce moment-là, parus en 1926 chez des éditeurs qui se sont spécialisés. Le bestiaire est particulièrement intéressant, que vous voyez là, parce que c'est un livre, je le considère comme un livre d'artiste, parce que j'essaie de replacer le contexte d'apparition du livre d'artiste quand même à cette période de l'entre-deux-guerres, et même en fait on peut en parler avant avec ces livres de peintres, où là Marie Laurencin réalise 2 illustrations, mais 2 eaux-fortes, mais elle réalise aussi les textes, elle illustre sa propre poésie. Elle qui est plutôt connue comme peintre à ce moment-là à Paris. Marie Laurencin va illustrer de nombreux livres qui sont souvent écrits par ses contemporains et des amis à elle. C'est le cas de Jacques Lacretel et des Lettres espagnoles, ici. Qui comprennent une série de gravures. Il faut que je prenne mes notes, sinon j'y arrive plus. De son illustration, de manière générale, on peut un petit peu dire quelque chose et noter quelques traits. Son iconographie est axée, comme dans sa peinture, sur la figure féminine. Ce sera partout et dans tous les livres la même chose, comme dans ses peintures. Elle dessine comme ça des figures assez simplifiées, longilignes, gracieuses, habillées de robes, de nœuds et de rubans. C'est son style. C'est pour ça qu'elle sera appréciée d'ailleurs à l'époque. Elle réalise ici elle-même à l'eau forte les gravures, avec un procédé qui demande des connaissances de graveuse. Et ça, pour se plier à une exigence vraiment du livre et des artistes du beau livre, qui est de faire soi-même, l'artiste doit faire soi-même la gravure. Donc c'est le gage de la gravure originale. Ce qui pourrait aussi pendant tout un temps, les artistes se sont fait graver par des graveurs professionnels.
Un autre livre, je passe, ça y est, c'est fini pour Marie Laurencin, on passe à Angelina Beloff, et un autre livre qui est complet de la collection, qui est un roman de Claude Annette, Ariane Jeune fille russe, illustré de 29 gravures sur bois d'Angelina Beloff, et paru dans la collection Le Livre de Demain, qui est monté par Fayard. Je vais dire 2 mots. Donc gravure sur bois, 29 gravures sur bois. On sent que donc, le livre amène à une production d'images assez dense et intense, donc c'est un travail long qui sollicite voilà, les artistes sur des pièces, enfin voilà, sur des temps longs. Angelina Beloff est née en 1879 à Saint-Pétersbourg et elle finit sa vie au Mexique en 1969. C'est une peintre et une illustratrice. C'est la première femme de Diego Rivera. On la retrouve dans le Jardin du Bibliophile, qui est une revue spécialisée de l'époque. Elle est répertoriée aussi dans le Dictionnaire des illustrateurs. Elle travaille et expose à Paris dès 1912 et jusqu'en 1932 où elle émigre au Mexique. Elle illustre plusieurs livres à Paris pour différents éditeurs et fait partie des artistes qui illustrent notamment une grosse édition qui s'appelle Les Contes de Charles Perrault, enfin une grosse édition des Contes de Charles Perrault, dite des 33 graveurs, qui, en 1928, qui demande aux 33 graveurs les plus prestigieux d'intervenir pour un livre commun. C'est une pratique qui se fait. Les ouvrages collectifs comme ça avait aussi du succès. Ariane Jeune fille russe est un texte qui paraît pour la première fois en 1920 aux éditions de La Sirène, donc c'est une réédition du texte pour l'édition illustrée, qui est repris par Fayard pour sa collection qu'il intitule elle-même une collection de vulgarisation, c'est-à-dire du livre de main. Donc ce n'est pas un livre de luxe, mais c'est un livre fait sur le modèle des livres de luxe pour toucher plus de monde. C'est des ouvrages qui étaient vendus 3,50 francs avec des gravures originales sur bois en noir. Donc il reprend des textes qui ont déjà du succès. Il fait appel à des graveuses, et en fait finalement très très peu de graveuses, puisqu'Angelina Beloff n'illustrera qu'un livre pour lui, et au total de sa collection, il y a seulement 4% des livres qui sont illustrés par des femmes. Mais ce livre donc va contribuer à la renommée d'Angelina Beloff en tant que graveuse sur bois. Pour l'histoire qu'elle illustre, parce que c'est toujours intéressant un peu de s'intéresser au texte. L'histoire de Claude Annette, c'est l'histoire d'une jeune femme russe qui part voyager, qui est très prometteuse sur le plan intellectuel, qui a beaucoup d'ambition, qui arrive à Paris et qui tombe amoureuse d'un homme, Constantin, qui va finalement prendre toute la place dans sa vie, et finalement c'est une intrigue amoureuse. Constantin va la rejeter, il est plus âgé qu'elle, il a beaucoup d'influence sur elle. Le livre se termine, non c'est un petit peu trop petit pour le voir, mais sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les prémices d'un viol, hein, finalement. Constantin est sur les marches d'un train, et puis il saisit Ariane qui est sur le point de tomber dans les pommes tellement elle est émue et triste et désespérée. Et puis voilà les dernières phrases. Il ferme la porte et s'abattit avec elle sur la banquette. « Que fais-tu » balbutia-t-elle. « Tu es fou ?»« Tais-toi, dit-il, je t'en prie, tais-toi. » Et il la dévorait de baisers silencieux. C'est les dernières phrases de ce roman illustré par Angelina Beloff, qui finalement livre une illustration assez consensuelle, formellement très réussie et techniquement maîtrisée. Elle représente cependant uniquement des scénettes au milieu de paysages et d'architecture évocatrice du voyage d'Ariane. L'illustration est ici subordonnée au texte et ne veut pas l'éclipser. Elle ne prend pas la narration en charge, ou alors de façon très superficielle. Il s'agit d'une illustration donc dite décorative, ce qui correspond en fait tout à fait à la commande et au parti pris des éditions du Livre de Demain. On ne demande pas aux illustrateurs de faire non plus trop de frasques. Leur but est d'accompagner, de faire de jolis livres. Une petite plaquette d'un collectif d'amateurs du livre de luxe qui s'appelle le Nouvel Essor paraît, de manière aussi confidentielle, un petit tirage pour présenter 10 graveurs sur bois qui ont, selon eux, vraiment contribué à un renouveau de la xylographie, une renaissance même.
Et un texte est consacré à Angelina Beloff, c'est la seule femme. Et je vous lis ce texte qui est aussi assez parlant. Dans la gravure sur bois, Angelina Beloff travaille avec une grâce simple mais catégorique et enracinée qu'il faut à la gravure sur bois, de laquelle tradition se perd petit à petit et dans laquelle si peu d'artistes travaillent encore. Elle aime ces procédés de travail avec une patience d'artisan, artisan par une mystérieuse annonciation, parce qu'elle sent son œuvre si directement menée jusqu'à sa fin par elle-même. Elle sent avec une grande plénitude la faculté qu'elle a de se reproduire nombreusement à soi-même. Elle sent tellement inaltérable la fermeté de ses racines et de ses branches qu'elle se donne à l'œuvre fidèle, compensée, fortifiée, trouvant en elle le repos dans lequel on oublie la mort. Extrait de ce texte, j'ai lu par curiosité donc le ton des autres textes sur les graveurs hommes et cela a confirmé mon impression. C'est en effet de tous les textes le seul qui file la métaphore autour des questions de fidélité, de reproduction, qui se donne à l'œuvre fidèle, et dans lequel finalement on ne loue pas directement sa technique, ni son iconographie, ni tout ça. Mais par contre, elle fait ça bien. Voilà. J'évoque en 2 mots. C'est dommage, mais je ne peux pas faire plus. Enfin, je pourrais faire plus, mais je n'ai pas le temps. Hermine David. Je l'évoque rapidement parce qu'il n'y a que 2 pièces dans la collection qui ne sont pas directement reliées à des livres, mais je dois l'évoquer parce que c'est peut-être l'illustratrice la plus célèbre en son temps de l'entre-deux-guerres, qui recevra d'ailleurs en 1932 une Légion d'honneur, une médaille, pour son travail de gravure. Là, donc l'eau forte et l'aquarelle sont dans la collection et sont exposées en ce moment. Elle est aussi en photo, je reviendrai sur cette photo tout à l'heure. C'est la femme qui qui a une coiffe et qui regarde directement avec la tête de biais l'objectif. J'évoque aussi très rapidement Denise Bernolin, en fait, qui a été la rencontre pour moi, parce que je n'avais jamais croisé son nom. C'était une artiste peintre qui était amie du collectionneur Jacques Doucet, grand collectionneur littéraire de livres, et de la grande relieuse Rose Adler. Elle était la compagne aussi du peintre Lucien Couteau, qui était plus connu qu'elle à ce moment-là. Les gravures de la collection révèlent que Denise Bernolin ne peut pas être considérée comme illustratrice à proprement parler, puisque si elle a fait des gravures d'illustration, comme ici pour Suzanne et le Pacifique de Jean Giraudoux, ces gravures n'ont jamais pris leur place en fait, dans des éditions ou dans des livres édités. Oh là là, ok. Voilà. Donc, je passe. Je viens de voir un panneau qui me disait 5 minutes et je veux quand même avoir le temps de vous parler de mes 2 préfs. Donc, Mariette Lydis, le 20 décembre 1927, inauguration de la Coupole au 102 boulevard Montparnasse, donc une ambiance de fête. Et on retrouve Hermine David aux côtés de Mariette Lydis, qui est l'autre femme qui regarde du côté de Fujita. Mariette Lydis est aujourd'hui complètement méconnue, alors qu'elle a pourtant une longue carrière dans la peinture et dans l'illustration en son temps. Elle connaît un franc succès. En termes de quantité, elle est aussi prolifique qu'Hermine David dans le domaine. Une trentaine de livres sont illustrés par elle pendant ses années à Paris, entre 1925 et 1939, et puis en Argentine. Elle voyage beaucoup. Elle aura plusieurs nationalités, Maroc, Turquie, Grèce, Italie, France, Angleterre. Elle aura plusieurs maris, elle aura aussi des relations amoureuses avec des femmes, et notamment Erika Marx, qui était une éditrice, qu'elle va suivre en Angleterre en 1939 à l'approche de la guerre. Elle est passionnante. D'origine autrichienne, je vais passer un peu sur sa biographie pour en arriver à l'estampe du milieu, donc jeune fille et danseuse, parce que j'ai des choses à vous apprendre. Qui figure dans l'inventaire, fait partie, et ça c'est pas signifié parce que bon, c'est pas forcément facile d'avoir l'info, d'une petite édition de 10 dessins de Mariette Lydis qui ont été édités à 1000 exemplaires par l'Union latine d'édition en 1939. Et en fait, ce sont 10 dessins qui ont été refusés pour une autre édition des romans et nouvelles de Pierre Louis, qui sont parus au même moment chez le même éditeur. Toutes les planches sont individuellement paraphées et numérotées à la main par Mariette Lydis.
sorte d'objet dérivé qui pourrait être offert aux acheteurs ou vendu à part. Les représentations érotiques entre femmes, représentations lesbiennes, sont la grande spécialité de l'illustration de Mariette Lydis. C'est par ailleurs un genre de littérature qui connaît un franc succès dans l'entre-deux-guerres, de même que son illustration par les artistes. Mais c'est vraiment, Mariette Lydis, c'est vraiment très, très spécialisé. Elle va même réaliser un album lesbienne à très petit tirage, qui sont des planches érotiques. Là, vous en avez un aperçu pour ces planches refusées, mais elles sont aussi présentes dans les romans et nouvelles. La collection comprend également un dessin, Jeune bergère nue, qui est un dessin préparatoire à une illustration d'une autre édition de Pierre Louis, les chansons de Bilitis. Il s'agit là aussi d'un ouvrage érotique lesbien du côté du texte comme de l'illustration. Et là encore, le dessin ne fait pas partie au final des 20 points de sèche que l'artiste va réaliser pour l'ouvrage. C'est un dessin écarté, il serait intéressant de savoir comment il a circulé. La dernière estampe, parce que là aussi je vous la recontextualise, est intéressante. Ce sont les mains, qui est très belle estampe, qui est, je pense, plutôt une pointe sèche qu'une lithographie, il me semble, puisque, en tout cas dans l'ouvrage parallèlement de Verlaine, c'est une pointe sèche, enfin, ce sont des pointes sèches qu'elle réalise et qui accompagnent l'ouvrage. Mariette Lydis accorde une attention particulière aux mains, et c'est une des seules gravures que je connaisse, enfin, dans ces modèles. Elles sont souvent grandes. Elle écrira sur les mains comme des révélateurs vraiment psychologiques, de dimension psychologique de ces modèles femmes. Elle a fait des choses passionnantes. J'aimerais beaucoup vous en parler, mais je ne vais pas avoir le temps. Pour Mariette Lydis, donc, on peut considérer que ces 3 pièces comme un tout sont vraiment un petit échantillon, mais assez pertinent de sa production immense. Ce sont 3 fragments en plus réunis qui sont des objets vraiment dérivés un peu des fétiches de bibliophiles. Ici, c'est une planche qui a été retirée et annotée pour l'éditeur. J'ai pas réussi à tout lire parce que à la fin, on ne sait pas ce qu'elle raconte. Mais voilà. Voilà, mais finalement, elle ne l'a pas retiré, parce que moi, j'ai vu les deux... Enfin, voilà, les deux les lithographies finales sont pareilles. Donc, je ne sais pas exactement... Il faudrait creuser, quoi. Mon temps est écoulé, mais je vais quand même parler de Valentine Hugo en 5 minutes, parce que c'est pas possible de ne pas faire autrement. En plus, elle est un petit peu connue. Donc, Valentine Hugo, qui se forme aux Beaux-Arts de Paris, qui fait étape de son passage dans le surréalisme, le mouvement surréaliste entre 1931 et 1933, au moment où elle a une liaison amoureuse avec André Breton, qu'elle admirait passionnément. Ça se voit dans ses correspondances. D'ailleurs, la collection contient une lettre de Valentine Hugo à André Breton. Ce n'est qu'exceptionnellement que Valentine Hugo, en tant que femme, aura une reconnaissance auprès des surréalistes, peut-être du fait de sa liaison avec André Breton. Elle est peintre aussi, mais à partir de 1934 et 1935, elle va illustrer davantage de livres qu'elle ne va peindre de toiles. Et elle obtient aussi une certaine notoriété dans ce domaine, puisque Pierre Mornan, qui a consacré des monographies aux artistes du livre, va l'inclure dans ses biographies et la considérer aussi et la consacrer comme meilleure illustratrice d'Arthur Rimbaud, ce qui n'est pas rien, la voyant comme peintre de l'alchimie, du verbe et de l'esprit. Je vous parle seulement d'appliquer alors cette édition. Donc la gravure qui est dans la collection, la musée, c'est la gravure là de gauche pour vous, de droite, ou je sais pas, bref, de gauche, voilà, qui est en fait une gravure d'illustration faite pour un tout petit ouvrage assez confidentiel, un texte de Paul Éluard. Il n'y a pas de nom d'éditeur. Et Valentine Hugo réalise 7 pointes sèches, dont celle-ci. Appliquée, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, très jeune fille, qui vit dans sa chambre ses premiers émois sexuels. Les illustrations de Valentine Hugo, alors pas celle-ci à proprement parler, vont retranscrire ce climat érotique latent, mais de manière beaucoup plus soft, dirait-on, que chez Mariette Lydis.
Ce texte avait déjà été publié dans la revue Minotaure avec des photographies de Man Ray et de Hans Bellmer. Donc on est ici dans un tout autre style. Je conclurai donc avec une petite citation de Valentine Hugo, parce qu'elle a écrit beaucoup et de manière très, très intime en fait, sur sa relation à l'art et à la gravure aussi. Elle dit, dans ses écrits qui sont publiés en 2002, on peut lire « Je voudrais qu'une femme entreprisse ce qui n'a jamais été osé et témoigna par l'image de toute sa vie, depuis les heures les plus graves de son enfance. Voilà qui permettrait d'y voir plus clair. Pas un seul repli de l'inconscient ne pourrait jouer à la zone interdite. Tous les voyages imaginaires seraient à raconter, car le rêve ne vaut pas seulement pour les évasions qu'il permet. Il peut être à la base d'une réalité nouvelle et toujours en voie de devenir. » J'opère un lien direct entre appliquer en fait, ce qui contient et cette envie de Valentine Hugo de dévoiler l'intime féminin. C'est autre, juste dernière illustration pour Europe et le taureau, qui souligne que Valentine Hugo, c'est vraiment mes derniers mots, aime particulièrement la gravure. Elle disait, et c'était le titre de l'exposition qu'on a repris pour l'exposition des illustratrices de Rimbaud, qu'elle voulait être quelque chose entre le poète et le peintre. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut voir chez ces illustratrices, c'est se trouver une autre place. Une autre place, et par le livre, quelque chose devient possible. Alors ça part de l'illustration, mais finalement, un peu comme avec la photographie, souvent l'image s'émancipe. Et je pense pas qu'on puisse dire que toutes ces femmes ont illustré par défaut, parce que c'est vraiment là qu'elles ont pu explorer des styles et une technicité et également un répertoire iconographique riche et qui aussi mériterait d'en dire plus. Mais voilà, merci. Merci beaucoup Camille. Je comprends ta frustration de ne pas pouvoir parler plus de ces artistes qui sont passionnantes en effet. Je vais bouger un peu la table. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à remercier chaleureusement les organisatrices de ce colloque, le Musée Sainte-Croix de Poitiers et le collectif Femmes Artistes en Réseau pour leur invitation. Alors ce matin, je vous propose de faire un petit détour par le biais de la collection d'œuvres de Maria Elena Vieira da Silva qui est conservée au Musée des Beaux-Arts de Dijon et par le biais principalement du dessin. Alors on va rester dans le domaine des arts graphiques, mais je vais principalement vous parler de dessin au crayon de couleur, aquarelle, sur papier. Il y aura quand même quelques estampes, mais c'est un parti que j'ai pris dans le format de la matinée parce que les dessins permettent vraiment de montrer comment des liens d'amitié très forts se sont noués entre Maria Elena Vieira da Silva, Kathleen et Pierre Granville, un couple de collectionneurs, et l'analyse croisée en fait, des dessins et des correspondances entre ces trois acteurs permettent de montrer comment cette relation a nourri à la fois la collection des Granville et la production de Maria Elena Vieira da Silva. J'ai été co-commissaire en 2022 d'une exposition dédiée à Maria Elena Vieira da Silva avec Naïs Lefrançois au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Une exposition qui était organisée à l'occasion des 30 ans de la mort de l'artiste et qui avait été faite en collaboration avec le musée Cantini de Marseille. À Marseille, donc, il y avait donc une exposition rétrospective et à Dijon, nous avions pris le parti de scinder cette exposition en deux. Donc je fais juste un petit détour. Donc
une exposition rétrospective qui était commune avec Marseille et un second volet de l'exposition qui s'intitulait Vieira da Silva, l'œil des collectionneurs, qui étudiait vraiment ces relations très profondes et les liens entre la collection, la correspondance, tout un ensemble de fonds d'archives importants. Donc pour vous dire quelques mots de Maria Helena Vieira da Silva. Alors petit préambule au début de mon intervention, je vais en fait très peu parler de Maria Helena Vieira da Silva et principalement de Vieira ou de Vieira da Silva, tout simplement parce que de son vivant, en fait, quasiment personne n'appelait Maria Helena Vieira da Silva ainsi. Elle-même se faisait prénommer Vieira en fait. Et son mari, Arpad Chenes, l'appelait Hélène ou Marie-Hélène, mais jamais de son nom portugais Maria Helena. Donc Vieira est née à Lisbonne en 1908. Elle s'est formée très tôt aux arts, à la fois le dessin, la peinture, la musique, la gravure, sous ses différentes formes, mais aussi les arts décoratifs avec la tapisserie, le tissage. Et elle est arrivée à Paris dans les années 20. Elle a étudié à l'Académie de la Grande Chaumière. Elle a fait à ce moment-là un petit détour par la sculpture, puisqu'elle elle a étudié la sculpture avant de se consacrer pleinement à la peinture, au dessin et à la gravure. Et c'est là qu'elle a rencontré le peintre Arpad Chenes, qu'elle a épousé quelques années après. Qui a lui aussi poursuivi sa carrière artistique, mais c'est suffisamment rare pour être souligné. En fait, il s'est volontairement tenu dans l'ombre de son épouse et il a vraiment poussé Vieira à développer complètement la carrière professionnelle vraiment visible du couple. Donc là aussi, petite singularité chez Vieira da Silva, elle a été extrêmement célèbre de son vivant et on oublie en fait aujourd'hui à quel point elle a été célèbre. Dans les années 70, elle avait quasiment une exposition par an en France et dans le monde. Enfin, c'était vraiment, elle était partout. Elle faisait la une de Paris Match. Enfin, c'était vraiment une star absolue. Et elle a vraiment mené parallèlement son activité de peintre, de dessinatrice et de graveuse. Donc là, il n'y a pas d'un médium finalement plus féminin, une part plus restreinte. Enfin voilà, cet aspect-là apparaît moins dans sa carrière. Donc je vous dis juste quelques mots de sa peinture. Elle est principalement connue pour les motifs de damier. Donc ici, vous en avez un exemple avec un tableau qui provient de la donation Granville, l'intérieur rouge, où on voit bien la manière dont la grille diffractée, distordue, produit un effet kaléidoscopique qui vient vraiment creuser la profondeur de la toile et où il y a un jeu d'une myriade de couleurs posées par petites touches. Et c'est finalement principalement ce que la critique a retenu de son travail. En réalité, elle a eu une pratique beaucoup plus large, ancrée dans la peinture de la Nouvelle École de Paris et dans le paysagisme abstrait. Et je vous montre ici un des chefs-d'œuvre des collections du Musée des Beaux-Arts de Dijon, Urbi et Orbi, donc qui est un tableau immense qui fait 3 mètres par 4. Voilà, je vous mets une vue en situation pour que vous vous rendiez compte de l'impression visuelle que ce tableau peut avoir. Et ici, on a une peinture beaucoup plus liquide, beaucoup plus étale à la surface de la toile. L'œil glisse vraiment sur ce tableau qui est très impressionnant. Je vous invite vraiment à aller le voir. Il ne quitte pas Dijon, vu ses dimensions. Donc, il faut aller à lui pour avoir cette rencontre. Et donc, en fait, toutes ces œuvres sont entrées grâce à la donation de Kathleen Parker, qui a épousé Pierre Granville à la fin des années 20. Donc, je vous dis quelques mots de ces collectionneurs qui ont été vraiment à l'origine de la section d'art moderne au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Vous les voyez ici lors de l'inauguration de la donation Granville à Dijon. Et je suis très heureuse de parler ici au moment d'une importante donation ici au musée de Sainte-Croix de Poitiers. C'est vraiment un acte fondateur important pour un musée, pour l'évolution d'une collection, que ces donations qui arrivent dans les musées. Donc, Kathleen Parker est d'origine américaine. C'était une actrice. Elle s'est installée à Paris dans les années 20. Et Pierre Granville, lui, était né à Paris et était à l'origine cinéaste et monteur de films.
Il a eu divers petits boulots à Paris. Et après la guerre, il est devenu courtier en art. Il conseillait des collectionneurs, il était en lien avec de nombreux artistes. Il est devenu également chroniqueur dans le journal Le Monde entre 1966 et 1983, d'abord sous le nom de Chanteloup et puis après sous son nom. Et on retrouve encore ses chroniques sur le site du Monde, donc si ça vous amuse, c'est assez truculent. Il avait un style très, très direct, très franc, donc il ne s'est pas fait que des amis. Les Granville, en fait, ont commencé leur collection avec la rencontre de Vieira et d'Arpad Chénès, son époux. Ça, c'est un fait extrêmement important qui a été mis en évidence au moment de la recherche, des recherches autour de l'exposition, et ça transparaît dans la correspondance. Donc la première œuvre qu'ils ont acquise, c'est un dessin de Vieira da Silva, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et ensuite, ils ont continué à acquérir, aussi parce que grâce à Arpad et Vieira, qu'ils ont rencontrés en 1931, donc c'est vraiment une amitié qui arrive très tôt en fait, dans la vie de tous ces acteurs. Grâce à cette amitié, ils ont rencontré de nombreux autres artistes de la Nouvelle École de Paris, et c'est grâce à eux qu'ils ont vraiment constitué un réseau, qu'ils ont commencé à aller voir des galeristes, notamment la galerie Jeanne Bucher, la galerie Pierre Loeb, dont ils étaient très proches. Voilà. Et donc c'est vraiment ce réseau qui s'est noué à partir de cette amitié. Ils ont tout au long de leur vie réuni une collection très éclectique, à la fois des beaux-arts allant de l'Antiquité, des sculptures, des Cyclades, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle avec la Nouvelle École de Paris, mais aussi des objets d'art et traditions populaires, des objets extra-occidentaux. Et en tout, ils ont donné au Musée des Beaux-Arts de Dijon environ 700 items entre 1969 et 2006. Donc c'est vraiment une collection extrêmement importante qui a redéfini le visage en fait, du fond. Je vous montre juste quelques images pour le clin d'œil, puisque dans les années 70, Kathleen et Pierre Granville se sont fait nommer conservateurs de leur propre collection, ce qui est un exemple à peu près unique, je pense, dans le paysage des musées. Conservateurs à vie, en plus. Et donc, ils ont fait eux-mêmes l'accrochage. Ils ont décidé de l'accrochage. Alors, je vais essayer de retrouver le pointeur. Vous voyez dans le fond du... Ah oui, c'est là, pardon. Vous voyez ici le grand tableau Urbi et Orbi et Intérieur rouge dont je vous ai parlé. J'avance un petit peu. Donc, dans cet ensemble, les Granville, donc aujourd'hui, le Musée des Beaux-Arts de Dijon conserve 36 œuvres de Vieira da Silva, 18 peintures, 18 œuvres sur papier, donc à la fois dessins et estampes, gravures, mais en fait, nous avons très peu d'estampes, nous, dans la collection de Dijon, et une boîte aux lettres peintes dont je vais vous parler. Sur ces 36 œuvres, il y en a 32 qui proviennent de la donation Granville, 3 qui ont été donnés par Vieira da Silva pour accompagner la générosité des collectionneurs, dont Urbi et Orbi, dont je vous ai parlé, et un don de Guy Velen, qui était un critique d'art, historien de l'art, très proche du couple Arpad et Vieira. La majorité des tableaux et des dessins ont été acquis directement par les Granville dans l'atelier. Et ça, c'est un fait important. Ils visitaient très régulièrement l'atelier de Vieira, puisqu'elle en avait plusieurs. Et on voit qu'il y a vraiment une correspondance quasi directe entre les dates d'acquisition des œuvres, des dessins, et leur date de création. Et les dons en fait, de Vieira da Silva relèvent vraiment de l'intime. Et ça, c'est un aspect qui a été mis en évidence par l'étude croisée de la correspondance. Donc, correspondance qui provient à la fois des archives de la Fondation Arpad Chénès Vieira da Silva à Lisbonne, des archives du comité Arpad Chénès Vieira da Silva à Paris, et des archives privées qui sont encore conservées par Florence Granville, la seconde épouse de Pierre Granville. Donc voilà, je vais vous parler de ça dans mon intervention. Et donc la première œuvre dont je vous parle, c'est un dessin extrêmement important qui s'appelle La Sirène.
Et en fait, c'est véritablement la première œuvre qui a été acquise par les Granville. Et c'est un don de Vieira da Silva à Kathleen Granville, puisque en fait, l'amitié entre les deux couples, le ciment, c'est l'amitié entre deux femmes. À l'origine, c'est vraiment l'amitié de Kathleen et Vieira qui est importante. Et en fait, ce dessin, c'est la première œuvre que les Granville acquièrent. Et la sirène a les traits de Kathleen Granville. Donc là, on voit vraiment bien les liens d'amitié très forts entre ces deux femmes. Et Vieira racontait que pour elle, ce dessin avait une signification particulière, parce qu'elle a dit qu'elle était née au bord de l'océan et que pour elle, les sirènes étaient vraiment des êtres qui existaient. Voilà. Et je poursuis. Ah oui, je voulais juste vous dire que ce dessin, c'est assez intéressant, est signé Bichot, on le devine ici. Bichot, c'est le surnom en fait, que lui donnait Arpad. C'est un petit surnom amoureux, amical. Ça veut dire petit animal, bestiole en portugais. Et c'est le surnom aussi qui devient le surnom amical au sein de ces couples d'amis. Et donc, toute la correspondance, il y a beaucoup d'œuvres passées par les Granville qui sont signées Bichot, ce qui est assez rare dans le reste de l'œuvre de Vieira da Silva. Ici, un autre dessin qui est aussi un don de l'artiste à Kathleen Granville, qui est une œuvre qui a l'air assez simple en apparence et qui en fait retrace une période très très compliquée pour les deux couples au moment de la guerre, puisque Vieira et Arpad ont fui très vite la France, très, très soudainement, en 1939. Arpad était hongrois, il avait des origines juives et à l'époque, une femme prenait la nationalité de son mari quand elle se mariait. Donc Vieira avait perdu sa nationalité portugaise et avait pris la nationalité hongroise. Sauf que Arpad n'était pas revenu en Hongrie faire son service militaire, donc ils étaient apatrides tous les deux. Et étant apatrides et ayant des origines juives, ils ont pris peur de l'avancée des troupes allemandes. Donc ils ont fui très vite vers le Portugal d'abord en 1939 et ensuite vers le Brésil en 1940, sans prévenir les Granville. Donc, ce qui veut dire aussi là, le trouble et la hâte avec laquelle ils ont quitté la France. Et on a une lettre, une lettre de Kathleen Granville qui retrouve leurs traces au Portugal et qui leur écrit « Mes fous adorés, mes vaches aimées, franchement, vous auriez pu nous attendre. Et maintenant que vous êtes tellement loin, il nous est difficile de vous allonger quelques bons coups bien placés. Je crois que vous méritez bien. Mais passons et venons à notre joie débordante en recevant vos lettres. » Donc voilà, je passe le reste de la lettre. Je vous laisse le temps de jeter un coup d'œil. Je pourrais y revenir au moment des questions si vous le souhaitez. Et en réponse à cette lettre, Vieira envoie à Kathleen ce dessin où elle se représente avec Arpad dans le salon de Lisbonne. Et on a la suite de la correspondance entre les amis où Kathleen parle de ce tableau et raconte « Aimons ou plutôt notre tableau. Je l'aime, c'est fou, et il est accroché à la place d'honneur, et chaque jour, je m'approche de lui et je parle avec les personnages. La jeune femme qui me rappelle ma Bichou. » Donc là, on retrouve Bichot. Un peu raide, alors un mot illisible dans la lettre. Ses bras tombant gracieusement, seulement ses cheveux me sont inconnus. Serait-ce le soleil du midi qui les aurait blondis ? Et Arpad, tout vêtu de carreaux, rêveur, perdu dans le vague, et la chambre, toute charmante. Quelle couleur, quelle joie les couleurs. Merci tant pour ce rayon de soleil, ma Bichou. J'ai fait une description à Pierre et ainsi il peut en jouir avec moi. Merci pour vos exquises lettres, elles sont un baume pour nos cœurs. Donc à ce moment-là, en fait, Pierre a été mobilisé, et donc il est séparé de Kathleen, et elle lui fait la description du tableau par courrier. Et donc on retrace tout ce... Donc je vous remontre le dessin avec... cette Vieira un peu raide et cet Arpad vêtu de carreaux. J'avance. Et donc, on a une autre lettre de Pierre, je passe, mais qui raconte que Kathleen est partie en fait, avec le dessin et qu'elle a oublié les manteaux d'hiver. Donc, ils ont le dessin avec eux dans le maquis, dans les Hautes-Alpes, mais ils n'ont pas de manteau pour l'hiver et ils ont un peu froid. Pendant la période de l'exil, Vieira da Silva développe beaucoup sa recherche sur les arts graphiques.
Ici, avec des arlequins dansant au crayon de couleur. Donc, on voit qu'elle réexploite le motif des damiers qu'elle anime avec différentes touches de couleurs. Une recherche aussi très introspective avec un autoportrait très fort où on sent là l'inquiétude et l'angoisse de l'exil, du conflit, de l'éloignement. Et un tableau où on retrouve son travail sur les damiers, sur les carreaux de couleurs, qui s'intitule « La salle de bain chez ma grand-mère » en 1948. Donc c'est vraiment les dernières années de l'exil. Et on sent là qu'elle se remémore les souvenirs dans une démarche assez nostalgique. Je vous en ai parlé. Dans la collection, il y a aussi une boîte aux lettres peintes, un objet très singulier, qui est en fait une commande de Pierre Granville à Viera pour faire un cadeau d'anniversaire à Kathleen. Donc ça, c'était une habitude que Pierre Granville avait, de commander à des amis artistes des cadeaux pour l'anniversaire de Kathleen. Et donc pour ses 46 ans, elle reçoit une boîte aux lettres décorée par Vieira da Silva, avec des motifs de petits carreaux qui évoquent à la fois les damiers de l'artiste, mais aussi les timbres qu'elle collectionnait quand elle était enfant. Et en fait, sur la boîte aux lettres, il y a tout un réseau de lettres. Donc, elle écrit le prénom de Kathleen. Je ne sais pas si on le devine, mais ici, vous avez un K, ici, un H, ici, le N. Donc, en fait, voilà, et c'est toutes les lettres qui forment le prénom de Kathleen. Au centre, elle dessine une espèce d'enveloppe avec le nom des Granville. Et puis, à l'intérieur, un cœur avec écrit « Amor » et on retrouve la signature Bichot Vieira da Silva. Cette boîte aux lettres, elle a été vraiment utilisée par les Granville. Ils l'avaient mis à la porte de leur appartement, alors pas sur la rue, mais vraiment dans l'immeuble. Et le concierge venait porter leur courrier dedans tous les jours. Et elle a été donnée au musée, accrochée dans l'accrochage que je vous ai montré au départ. Et en fait, les visiteurs glissaient des petits mots à l'intérieur. Donc c'était aussi un petit peu une boîte à suggestions, boîte à idées. Et aujourd'hui, elle n'est plus exposée. Enfin, elle a été exposée dans l'exposition en 2022, mais elle a regagné les réserves. Et donc, les arts graphiques. Alors là, je voulais vous montrer deux œuvres en parallèle. Ce dessin, cette aquarelle sur papier, Cathédrale engloutie, et cette sérigraphie sur papier. Donc, je vous l'ai dit, il y a très peu d'estampes, très peu de gravures dans la donation Granville à Dijon. Mais on sent que pour Vieira da Silva, l'estampe a été vraiment un moyen d'expérimenter d'autres styles graphiques avec ces motifs de vaguelettes qu'on retrouve donc là entre 49 et 59, il y a 10 ans entre les deux œuvres, mais on retrouve voilà, cette recherche graphique à la croisée de l'écriture, un tremblement, un geste un peu griffonné qu'on retrouve ici dans les vagues de cette cathédrale engloutie. Et c'est quelque chose qu'elle n'a pas développé dans sa peinture. Donc ça, voilà, j'ai malheureusement pas eu vraiment le temps de développer cet aspect dans le format de la matinée, mais c'est quelque chose qui est intéressant aussi, de voir qu'elle a vraiment travaillé le dessin, l'estampe comme un médium à part entière, et non pas comme une reproduction forcément de sa pratique picturale. Et donc pour conclure, je voulais vous montrer aussi quelques cartes postales échangées entre Vieira et les Granville, qui permettent aussi d'avoir un autre regard sur l'artiste, de découvrir sa personnalité autrement, puisque c'était une femme très secrète, assez austère, qui a finalement très peu parlé de son travail, qui se dévoilait très très peu à la presse, aux journalistes, qui était très... qui mettait des barrières très fortes. Et à travers l'étude de la correspondance avec ses amis, en fait, on découvre une autre facette, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus intime. Ici, une carte postale qu'elle trouve à Granville, en Normandie. Et elle écrit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais elle écrit « C'est ainsi que les Granville s'habillent, c'est ainsi que je veux vous voir, mes amours, votre Bichot ». Une autre carte postale où elle envoie un Saint-Michel archange où elle dit « Voici Pierre qui va tuer le dragon de la mauvaise peinture ». Et petit clin d'œil que j'ai retrouvé dans les archives, un souvenir d'un voyage à Poitiers où elle écrit « Mes chéris, nous voilà Poitevin jusqu'aux os,
par terre, par eau, par air, par yeux et oreilles, votre bichot et votre arpado. Et Arpade qui écrit « Ici, on doit regarder qu'un petit bout de ruine. » Pardon ? Oui, pardon. Oui, qu'un petit bout de chaque pierre. Merci, vous devez mieux voir que moi. Merci. Merci beaucoup Agnès, c'est très touchant hein, ces relations dont on parle assez peu en général entre les collectionneurs et les artistes et qu'on retrouve hein, dans l'exposition La Musée aussi avec les artistes de l'entourage de Jenny Dubreuil et qui sont bien représentés dans l'exposition. Nous allons passer je voulais juste un tout petit mot pour compléter. Je serais très heureuse tout à l'heure de vous entendre sur les liens que vous avez avec les gravures de Vieira da Silva. Et voilà, je n'ai pas eu le temps de vous demander tout à l'heure si vous avez pu la connaître, la rencontrer, mais je serais très heureuse de vous entendre là-dessus. Et donc, pour la dernière communication de la journée, je laisse la parole à Diana Quimby. Bon, encore merci à tout le monde, merci au Phare et au Musée Sainte-Croix pour l'invitation et à Eugénie Dubreuil pour sa collection. Voilà, donc moi je vais vous présenter le travail de Colette Deblay, un petit peu son parcours à partir de cette œuvre. Vous m'entendez correctement ? Donc à partir de cette œuvre qui est exposée à la musée. C'est une gravure à l'eau forte et à l'aquatinte. Le titre c'est Boudou, sauvé des dos, donc, qui représente 9 femmes redessinées de l'histoire de l'art. Donc Colette Deblay est née en 1944. Elle a une pratique du dessin et de la peinture. Elle est aussi illustratrice et elle vit et travaille toujours à Paris. Donc, en 1990, elle a commencé un essai plastique autour des représentations de femmes dans l'histoire de l'art. Donc, dans un court texte de cette époque, elle s'explique « Mon projet est de tenter, à travers 888 dessins, de reprendre les diverses représentations de la femme depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, afin de réaliser une analyse visuelle des diverses postures, situations et mises en scène. » Donc, la citation picturale ne saurait être une citation littérale comme est la citation littéraire parce qu'elle passe par la main et la manière du citateur, d'où un léger tremblé doublement allusif de l'œuvre citée et du citateur. Donc, en poursuivant ce travail jour après jour, c'est une sorte de journal intime quotidien à travers l'histoire de l'art que je poursuis. Donc, ce qui intéresse l'artiste, c'est donc ce léger tremblé ou cette vibration entre son regard et son trait et son coup de pinceau et l'œuvre citée. Donc, cette gravure représente une sorte de constellation de femmes et certaines sont peut-être reconnaissables comme le Leda de Rubens, le bain turc de Ingres, la baigneuse de Courbet. Je ne sais pas si je devrais les indiquer, mais c'est derrière. Ah, oui, les montrer. Alors, donc, c'est Leda. Leda de Rubens, c'est le bain turc d'Ingres, c'est la baigneuse de Courbet et c'est Kiki de Montparnasse dans la photo de Man Ray, le violon d'Ingres. Et même Colette Deblay, elle ne se souvient même plus pour toutes. Voilà, donc ce n'est pas forcément important qu'on puisse reconnaître toutes les femmes.
Donc le propos, comme dit l'artiste, est de créer un paysage mental en éveillant nos souvenirs visuels des représentations des femmes. Et donc, pour reprendre les mots de l'artiste, c'est une danse des dos sur la lumière du papier. Alors, donc cette gravure accompagne un livre. Donc, la gravure a été réalisée en 1995 et donc a été fait pour accompagner ce livre. Et donc, c'est Jacques Henrique qui a écrit le texte pour le livre et c'est lui qui a choisi le titre, Boudou, sauvé des dos. Donc, le livre réunit plusieurs dessins de l'artiste représentant les femmes vues de dos. Et la gravure, donc la grande gravure qui est exposée à la musée, est un tirage réalisé à part des 9 plaques de gravure. Et donc pour le livre, un certain nombre de l'édition, enfin du tirage, ont été découpés et insérés dans le livre, comme vous voyez ici. Voilà, donc le titre choisi par Henrique fait référence au film de Jean Renoir de 1932, Boudou sauvé des eaux. Donc dans le film, Boudou est un clochard sauvé de la noyade dans la Seine par un bourgeois qui l'accueille chez lui et qui tente de le civiliser. Mais Boudou sème le désordre à la maison et tente de séduire l'épouse du bourgeois. Donc, il y a une scène dans le film dans laquelle Boudou se déshabille devant la dame. Il l'oblige à se retourner et il dit « Même de dos, elle me gêne ». Donc, Henrique explique que Boudou est gêné par cette femme qui s'est retournée, car Boudou sait que le dos voit. Donc, Henrique écrit dans son texte « Le dos est ce radar qui recueille et enregistre les vibrations des désirs et des peurs. C'est la partie la plus sculptée du corps, l'ouvrage d'un désir détourné. » Donc, Henrique développe dans ses réflexions, il développe une réflexion autour de l'érotisme et du désir. Et nous, les spectateurs et les spectatrices, devant les dessins de Colette Deblay, nous sommes tous un peu boudou, à la fois attirés et gênés par ces dos. Mais je me pose la question si, devant les dessins de Colette, si nous sommes réellement sauvés des dos. Alors, donc les femmes dans la gravure, donc les femmes ont été gravées donc, par l'artiste elle-même d'après ses propres dessins au lavis, donc des dessins réalisés à partir des œuvres vues dans les musées ou à partir des reproductions. Et les dessins sont reproduits dans le livre. Donc voilà, par exemple, c'est la baigneuse de Courbet et puis le tableau. Donc je devrais préciser que quand l'artiste redessine, en fait, elle écarte tout ce qui n'est pas de la femme. Donc, elle veut garder uniquement la silhouette ou la présence de la femme. Et donc, voilà, c'est l'œuvre d'après la photo de Man Ray. Et voilà, donc c'est Marie Cassatt au Louvre, d'après le grand pastel de Degas. Et ce dessin, je trouve, est particulièrement signifiant. Pour moi, c'est presque une mise en abîme, donc, parce que non seulement Colette Deblay est artiste et elle regarde et elle redessine une femme de l'histoire de l'art, mais cette femme qu'elle dessine de dos est également une artiste qui contemple des œuvres dans un musée. Donc, nous, tout comme Colette qui regarde Marie Cassatt en train de regarder, nous pouvons imaginer... nous regardons Marie Cassatt qui regarde des œuvres et puis nous pouvons essayer d'imaginer ce qu'elle voit en regardant des œuvres. Donc c'est un peu mystérieux. Donc Colette Deblay dit que être peintre, c'est être voyeur, donc essayer de donner son plaisir de voir.
Et c'est quelque chose qu'elle met en œuvre dès le début de sa pratique, dans les années 70. Voilà. Donc, elle s'interroge, elle interroge le regard dans ces fenêtres en boîte, qui sont des dessins superposés avec des éléments de découpage et de relief qui sont assemblés dans des boîtes vitrées. Donc, ce sont des dessins en profondeur enfermés dans des boîtes hermétiques. Donc, la boîte est un cadre qui encadre et redouble la fenêtre. C'est une fenêtre aussi sur la vie intérieure. Donc, il y a parfois des personnages ou des femmes ou des bribes d'images qui sont dans les fenêtres. Donc, l'artiste se positionne en tant que voyeur et elle invite le spectateur de devenir voyeur avec elle. Donc, il y a des reflets dans le verre et parfois à l'intérieur même du dessin, et on est parfois obligé de se déplacer devant l'œuvre pour bien voir, et on est parfois surpris par notre propre reflet dans un papier réfléchissant qui est posé au fond de la boîte. Donc, on est pris au piège en tant que voyeur. Donc, voilà encore 2 boîtes en fenêtre. Je suis désolée, ce sont des moins bonnes reproductions, mais il y a une femme dans la fenêtre, et puis on peut essayer d'imaginer ce qui se passe derrière les rideaux. Donc là, ce sont des dessins des années 77 et 78. Donc, c'est à cette époque que Colette Deblé commence à exposer ses œuvres dans quelques galeries parisiennes, aussi au Salon Fémini à l'UNESCO à Paris, et aussi au Musée d'art moderne de la ville de Paris. En 1977, elle participe à une grande exposition collective Mythologie quotidienne. C'est également dans ces années-là, 77 et 78, qu'elle participe à un groupe de plasticiennes à Paris dans le contexte du MLF. Donc, elle participe à un groupe qui s'appelle le Collectif Femmes Art, qui est composé d'une 30aine d'artistes et qui tentait d'améliorer la visibilité d'artistes femmes par l'organisation de quelques expositions, surtout dans des ateliers des unes et des autres. Dans ce collectif de plasticiennes, elles ont été nombreuses à participer à la revue Sorcière, qui était une revue culturelle et féministe. Et Colette Deblé, elle a participé, donc sur la droite, je ne sais plus. Donc, elle a fait un photomontage avec des fenêtres pour le numéro 10 de Sorcière. Et vous pouvez voir un petit peu ces réflexions autour de la fenêtre, et puis la femme derrière la fenêtre ou enfermée à la maison, la jeune fille qui attend de sortir et de vivre sa vie. Et puis pour le numéro 11 de Sorcière, elle a fait la couverture de la revue, toujours avec les fenêtres. Voilà, donc dans les années 80, elle passe à la peinture. Donc elle réalise des autoportraits à la fenêtre. Donc ce sont des femmes nues qui sont dessinées et raturées par les coulures de peinture. Donc c'est une série qui s'intitule Les Fougères. Donc c'est d'après le poème d'Aragon, Chanson pour Fougères. Donc ces tableaux sont assez grands, c'est presque 1,5 mètre de hauteur. Et donc l'artiste, elle joue toujours avec notre désir de voir le corps nu qui est un peu masqué par les coulures. Et puis voilà, je trouvais que c'était une bonne idée de montrer ce tableau où elle se montre de dos dans la fenêtre. Voilà. Et puis, je vous montre juste cet autre tableau. Dans les début des années 90, elle a fait une série de fleurs, donc une rose. Et je voulais montrer ce tableau-là juste pour montrer la fluidité du geste de l'artiste, la sensualité de la couleur et des giclures. Donc, c'est une sensualité dans la peinture qui revient dans ces peintures plus récentes. Voilà. Donc,
c'est également en 90 que Colette commence son essai plastique des représentations des femmes. Donc ici, c'est une nymphe de Rubens. Donc Colette a commencé ce travail lors d'une période difficile de sa vie personnelle. Sa mère était en fin de vie et l'artiste s'est demandé que va-t-il rester de ma mère? Que reste-t-il des femmes? Et la réponse, rien ou pas assez. Au fil du temps, les femmes disparaissent de la mémoire et de l'histoire. Elles n'ont pas, ou peu d'entre elles, ont leur identité propre, donc elles sont toujours la femme d'eux ou la fille d'eux. Donc d'où la nécessité pour l'artiste de rendre hommage à toutes ces femmes qui étaient là avant nous, sans qui nous ne serions pas là. Donc c'est ce qu'elle dit. Donc c'est aussi, pour l'artiste, c'est aussi une histoire de transmission entre femmes. Elle dit que nous, les femmes, nous sommes comme les maillons d'une chaîne, toutes semblables et toutes des chefs-d'œuvre uniques. Donc elle a commencé, donc les premiers dessins qu'elle a fait sont des dessins au lavis, donc au format 40 par 30 cm, tracés d'abord au stylo aquarellé. Et puis, elle a utilisé l'encre de Chine. Donc, les premiers dessins sont en noir et blanc avec un coup de pinceau maîtrisé. Puis, dans les années 2000, elle passe à la couleur. Donc, voilà, c'est le Danaé de Titien, le Pêcher de Rodin, une glaneuse de Millet. Donc, on dirait qu'elle pioche les étoiles. Donc, c'est l'aquarelle. Donc, Colette Deblay cite toutes les femmes, toutes les femmes de toutes les époques et de toutes les cultures, sans ordre particulier. Donc, des vierges, des reines, des déesses, des séductrices, des personnages bibliques ou mythologiques. Elle peut redessiner plusieurs fois les mêmes femmes des mêmes œuvres, suivant les rencontres avec des peintures, des sculptures et des dessins dans les musées. Et Colette, elle est très respectueuse de la manière de voir de chaque artiste, de l'époque aussi du pays. Donc évidemment, elle redessine beaucoup d'œuvres d'hommes, donc les regards des hommes sur des femmes, mais pas uniquement. Donc là, vous reconnaissez peut-être la Judith de Artemisia Gentileschi. Alors, dans les années 2000, elle commence à faire des peintures. Donc là, c'est le ravissement de Sainte-Madeleine de Philippe de Champagne. Donc, il y a la petite l'aquarelle de 2001. Donc, un petit dessin. Et après, à partir de son dessin, elle a réalisé un grand toile. C'est presque 2 mètres carrés. Donc, c'est les pigments colorés et avec des paillettes. Et donc, l'artiste, elle a toujours peint, elle commence par peindre le support en blanc pour l'oublier, pour le nier, comme elle dit. Et elle explique qu'elle a eu besoin d'un petit peu de temps pour se rendre compte que ce qui l'intéressait, c'était de peindre uniquement la femme. Donc, par la suite, elle a fait des peintures des femmes découpées, des toiles découpées et qui étaient peintes des deux côtés. Donc, des tableaux pouvaient être montrés d'un côté ou de l'autre. Donc, là, je vous montre quelques vues d'une expo personnelle en 2004. Donc, ça permet de voir les formats. Donc, c'est à l'Arsenal, donc au musée de Soissons. Et ce que je trouve intéressant avec les peintures découpées, voilà, il y en a une. Donc, les femmes se dégagent du support, donc elles traversent les murs et l'espace et le temps. Si je peux, je trouve que les femmes se déploient dans un espace, l'espace devient un peu infini. Donc, c'est une cosmogonie des femmes. Voilà.
Donc, je trouve que quand on regarde la vie de l'artiste, donc même si on ne reconnaît pas toutes les citations, ces femmes éveillent nos souvenirs visuels parce qu'on les reconnaît. Donc nous pouvons reconnaître donc, une femme préhistorique, une femme médiévale, une femme africaine, et donc elles font partie de notre paysage mental. Donc Colette Deblay, quand elle a commencé son projet, elle voulait réaliser 888 dessins. Donc 8, c'est l'infini. Mais aujourd'hui, elle ne compte plus. Donc elle a fait des milliers de dessins et de peintures. Voilà, donc je vous montre. Voilà, donc ça c'est Colette Deblay chez elle, entourée de ses peintures découpées en 2002. Encore une autre. Et voilà, elle est chez elle, toujours avec cette même peinture. Ça, c'est en 2025. Donc, c'est la Vénus de Alessandro Allori du musée Montpellier qui est derrière elle. Donc, Colette a eu de très nombreuses expositions personnelles et collectives en France et en Europe. Un catalogue monographique a été édité sur son travail en 2006 aux éditions des Femmes, avec des textes de Jean-Joseph Gou. Donc, elle a exposé aussi à la Galerie des Femmes Antoinette Fouque à Paris en 2008, en 2016 et en 2023. Elle vient d'illustrer un livre de poésie, donc Palestine en éclats. Donc, c'est une anthologie de poétesses palestiniennes. Et en 2026, elle aura une exposition de ses livres d'artistes à l'archipel Butor, à Lucinge. Donc, son expo va s'intituler « Jeux de dames ». Et donc, son projet, donc je termine là, son projet est absolument sans fin. Voici donc un dessin de 2022 d'après Degas, le Tub. Un autre dessin de 2023, donc c'est un menhir, la Dame de Saint-Cernin. Donc, ce sont des petits aquarelles de format 30-40. Et puis, bon, Colette, elle était vraiment ravie que je présente son travail ici. Et pour honorer l'occasion, elle a fait plusieurs dessins d'après des œuvres des collections du musée. Voilà, donc je peux vous les nommer. Donc ça, c'est d'après Aurore et Titon de Jean-Baptiste Pierre. Ça, c'est l'hiver de Martin van Valkenborch. Donc, tout ça dans des œuvres du musée ici, musée Sainte-Croix. C'est la Madeleine de Victor Orsel. C'est la danseuse Irène Popard de Marcel Mérignargues. Enfin bon, voilà, peut-être que je ne prononce pas bien. Ça, c'est Jeune femme mort allaitant son enfant de Théodore Chassériau. Ça, c'est un couple de déesses mères séparées par une corne d'abondance tenant des fruits sur leurs genoux. C'est du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est Élie et la veuve de Sarepta de Giovanni Lanfranco. Et pour terminer, c'est d'après la photographie de Daniel Lazare représentant Eugénie de Breuil en mariée de 1990. Voilà. Merci beaucoup, Diana, pour cette communication. Merci à toutes les trois pour vos interventions très riches, à la fois par leur contenu, mais par leur diversité aussi. Pour reprendre juste un peu rapidement le fil conducteur de ce panel, même s'il était un petit peu en filigrane durant vos interventions, j'ai remarqué que toutes les trois, vous avez souligné le fait que l'estampe n'était pas considérée par les artistes comme un genre mineur, une technique mineure, mais au contraire, ni un choix par défaut, comme tu l'as dit, Camille, ou un pis-aller, mais plutôt comme un laboratoire, un champ d'exploration, souvent mené d'ailleurs de front et en dialogue avec d'autres pratiques artistiques. J'ai été très touchée aussi par l'importance que tu as soulignée, Agnès, des figures de collectionneurs et collectionneuses. Et on ne peut que se rendre à l'évidence aujourd'hui de l'importance de ces figures aujourd'hui à Poitiers. Je pense qu'on va être obligé de nommer Eugénie Dubreuil conservatrice à vie de la collection La Musée maintenant, qu'il y a un précédent.
J'ai beaucoup aimé aussi la pratique de l'art postal finalement et d'Ira da Silva que je ne connaissais pas et qui fait écho aussi à la pratique d'Eugénie Dubreuil et de son réseau d'artistes que vous pouvez voir dans l'exposition. Diana, j'ai trouvé ça très intéressant, cette idée de la citation et de la figure de la citatrice comme artiste, qui, selon moi, transcende un petit peu les différents enjeux de l'estampe qu'on a tendance à confronter entre reproduction et originalité. Ici, la citatrice devient artiste et l'estampe devient une forme d'essai plastique, mais aussi un terrain de revendication. Donc, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ouais. Colette Deblé, en fait, elle dit la reproduction est une production. Voilà. C'est une super formule, merci beaucoup. Finalement, toutes les trois, vous nous avez montré que c'était surtout des histoires de rencontres, que ce soit des rencontres entre des artistes et des éditeurs ou des collectionneurs, entre des artistes et des œuvres. Et puis aujourd'hui, cette idée de rencontre, c'est ce qui nous mène aussi à créer ces journées ensemble et à continuer de les construire ensemble. Donc merci beaucoup et je vais laisser la parole à la salle pour les questions. Ou peut-être à Eugénie Dubreuil d'abord pour faire son petit écho traditionnel. On va prendre que quelques questions, vu qu'on est déjà un petit peu en retard, et je laisse le micro tout de suite à Eugénie Dubreuil. Bon, j'espérais ne pas avoir à intervenir, mais toutes vos communications sont tellement intéressantes que ça déborde de partout et j'ai envie de répondre à chacune d'entre vous. Alors, je vais le faire dans l'ordre d'intervention Camille Barjou. Je dois vous dire que la question que vous avez opportunément posée, c'est celle du livre. Me semble-t-il, je n'y ai pas accordé d'importance dans la collection, mais mes parents, ma mère, avait hérité d'une somptueuse bibliothèque en bois noir du 19e siècle, dans laquelle il y avait des livres reliés, très beaux, avec des illustrations. Et donc, ça a été mon premier contact avec le livre et les grands textes. Les graveurs du 19e siècle envahissaient les romans. Et pour faire vite, eh bien, à 16 ans, mes copines de lycée m'ont offert un livre. Ce livre, c'est Les Voix du silence d'André Malraux. Et alors là, ça a été vraiment, un choc émotionnel, parce que Les Voix du silence, ce n'était pas les voix de l'illustration, c'est un recueil de photographies d'art. Et que ça soit associé au silence, ça m'a énormément marqué. Et je me suis rendu compte, et par la suite, que ce silence-là pouvait être très, très bruyant. Et j'ai trouvé que c'était splendide comme idée de réunir l'art, comme le faisait André Malraux. Il avait des intuitions fulgurantes. C'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Ces voix du silence m'ont parlé tout au long de ma vie et jusqu'à la collection, parce que je passe à Agnès Verly. Parce que, alors, je n'ai pas connu Vieira da Silva. Je connaissais son œuvre. Effectivement, elle était très célèbre à l'époque où je deviens adulte. Mais ce que j'achète de Vieira da Silva, diverses choses, mais entre autres, ce qui m'a le plus marqué, c'est un portrait d'André Malraux. Et alors, justement, c'est un portrait que j'ai trouvé extraordinaire, à peine reconnaissable. Le visage d'André Malraux ressemblait à une espèce de tronc d'arbre. Et je crois avoir compris que André Malraux n'avait pas du tout aimé cette interprétation de sa personnalité et de son visage.
Moi, j'ai trouvé extraordinaire d'audace que Vieira da Silva, Maria Helena, traite comme ça un grand homme. Mais vraiment, ça m'a scotché, quoi. Et alors, après avoir acquis cette première gravure, quelque temps après, je vois passer une autre gravure du même sujet. Toujours André Malraux, mais plus près du modèle ce coup-ci. Alors, je pense que cette gravure avait dû être réalisée avant la première que j'avais achetée, parce que ça me paraît normal que ça aille dans le sens d'une abstraction, vu la pratique de Maria Helena Vieira da Silva. Donc, voilà, mon rapport à elle est essentiellement par l'intermédiaire d'André Malraux. Donc, je vais terminer avec Diana Kembi, et je la remercie d'avoir extirpé de cette gravure tout ce qu'elle a pu en tirer et qui nous amène à la pratique d'ensemble de Colette Deblé. Alors, c'est une gravure que j'ai achetée comme ça arrivait dans les années 80 encore, je pense, ou peut-être 90, je ne sais plus. Tout ça est documenté dans les fiches que j'ai données au musée. Je l'ai acheté. Ça se faisait beaucoup dans ces années-là, des expositions, expositions-ventes pour soutenir une cause. Par exemple, j'avais acheté un collage extraordinaire d'un artiste turc à propos de la guerre du Vietnam. Alors ça remontait aux années 70, autant que je me souvienne. C'était très rare mes achats, mais là, pour soutenir une cause, je m'étais quand même lancée. Et donc, je ne me souviens plus exactement de quoi il s'agissait dans cette exposition collective dans laquelle se trouvait Colette Deblé, mais j'ai été tout droit à cette œuvre-là qui m'a parlé spontanément, qui faisait écho aux images que j'accumulais dans mes études d'histoire de l'art et mon amour de la peinture, des artistes, et en particulier de Courbet. Bon, voilà tout ce que j'ai à dire. Je passe la parole à d'autres personnes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans la salle? Tout le monde a faim. Ah non. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Je voulais vous poser la question par rapport à Da Silva. Est-ce que vous avez, dans ces correspondances, est-ce que vous avez trouvé des indications qui expliquent pourquoi elle en est arrivée, en fait, parce qu'elle a été publiée aussi dans la revue Ishtar, donc qui était une revue dirigée par Jamil Hamoudi, et l'écrivain, enfin le critique d'art, c'était Denis Chevalier. Et du coup, je voulais savoir si vous avez un peu des informations à ce sujet ou pas. Merci beaucoup. Alors non, malheureusement, je n'ai pas du tout d'informations sur cet aspect. Les correspondances qui ont été conservées, que nous avons étudiées, étaient vraiment autour des grandes villes. Il est possible qu'à la Fondation Arpachenas Vieira da Silva à Lisbonne, ils aient conservé davantage de correspondances ayant trait à ses publications, ses participations à des revues. Donc pour faire un tout petit aparté, quelques années avant sa mort, Vieira da Silva a eu vraiment à cœur de conserver la collection des œuvres de son époux qui était décédé en 85 et les siennes. Et elle s'est engagée, donc elle a fondé la fondation Arpachenas Vieira da Silva à Lisbonne, le comité Arpachenas Vieira da Silva à Paris, et elle a donné une grande partie de ses archives à Lisbonne.
donc de ses archives à elle et des archives de son époux. Donc si vous cherchez des informations sur cet aspect, à mon avis, il faut aller chercher de ce côté-là. Bon. Merci beaucoup à toutes les intervenantes de ce matin. On se retrouve donc à 14h15 pour la dernière session dans cet auditorium, donc une discussion entre Eugénie Dubreuil, que vous connaissez maintenant toutes et tous, et Anouk Chambard, membre du collectif de l'association Femmes Artistes en Réseau. Dernière session après laquelle on procédera donc à des visites et de la collection La Musée faite par Camille Belvez et moi-même, et des collections du musée Sainte-Croix et de l'histoire de l'entrée dans les collections des artistes femmes. Voilà, tout ça c'est cet après-midi. Bon appétit, j'espère qu'il ne pleut pas. Et à 14h15.